Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir à ce second webinaire, donc sur le thème de la fidélisation omnicanale. Le 23 avril dernier, pour ceux qui étaient là, nous vous avions parlé principalement de la data et notamment de la data dont on a besoin pour faire vivre les programmes de fidélité. Vous pouvez toujours consulter le replay de ce webinaire qui est disponible sur LinkedIn. Donc, je suis Elise Magno, je suis directrice de mission chez CustUp, qui est un cabinet conseil en marketing opérationnel spécialisé dans les métiers de la relation client, et j'animerai ce webinaire en compagnie aujourd'hui de David Royer, que je vais laisser se présenter juste après, de Comarch, et de Arnaud Chapy de chez Imagino. Donc Arnaud, David, je vous laisse prendre la parole. Allez, je te grille la politesse, Arnaud. Bonjour Arnaud, bonjour Élise et bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis David Royer, je suis directeur du consulting chez Comarch, qui est éditeur, intégrateur, hébergeur, notamment de solutions de fidélisation et d'engagement client. Voilà, bonjour à tous également. Donc moi je suis Arnaud Chapy, je suis l'un des cofondateurs d'Imagino. Imagino, c'est un éditeur de solutions SaaS français qui commercialise, qui développe deux solutions, une solution de CDP dont on va parler aujourd'hui, et puis une solution de gestion de campagne marketing. Voilà, très heureux d'être avec vous également. Alors, aujourd'hui, nous allons partager avec vous les recettes pour réussir le programme de fidélité. Donc, on va dérouler ça sur 3 étapes. On va d'abord vous parler de pourquoi c'est important de créer un programme de fidélité, quelles sont les raisons de se lancer, les questions à se poser, la modélisation économique. On parlera après de la vie du programme, donc comment on va pouvoir développer ce programme, l'animer et surtout, point important, mesurer sa performance. Et le troisième point nous amènera un peu plus sur la partie SI. Donc, on va voir comment ce programme de fidélité et les outils associés vont s'intégrer dans le SI que vous avez, vous, déjà en interne. Alors, vous pouvez, tout au long de la présentation, poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dès maintenant que vous pouvez poser. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par se demander pourquoi fidéliser les clients. Bon, ça semble une évidence, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc, on a identifié 5 raisons importantes pour lesquelles il faut fidéliser vos clients. Alors, la première qui tombe sous le sens, c'est de pérenniser l'activité. Plus votre chiffre d'affaires est opéré par des clients qui sont fidèles et donc récurrents, plus l'entreprise peut s'appuyer sur une base de CA régulière, plus elle connaît ses clients et mieux elle peut derrière mettre en place des actions, notamment de test and learn sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Donc, il est hyper important, évidemment, de s'assurer qu'on a une base de chiffre d'affaires la plus large possible qui va être opérée par nos clients les plus fidèles. Donc ça, je dirais, c'est évidemment la base. Autre point important, dès lors qu'on a beaucoup de clients fidèles, on peut développer plus de valeur parce qu'on a des clients qui vont être beaucoup plus réceptifs aux sollicitations qu'on va leur faire. On va pouvoir leur faire acheter des services différents, on peut leur faire acheter des produits qui seront plus fortement margés, on peut leur faire les faire venir plus souvent, faire dépenser plus à chaque achat. Donc, on est réellement sur un dispositif qui va générer plus de valeur. Tout l'enjeu à ce stade, d'autant plus sur des marchés comme on connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus tendus, où il y a beaucoup de concurrence, tout le sujet, c'est d'augmenter le taux de nourriture des clients sur le marché. Donc, on sait qu'un client a un budget limité pour une unité de besoin. L'objectif, c'est évidemment de prendre la plus grosse part du gâteau de façon à ce qu'il ne parte pas à la concurrence.
Un troisième point qui est important aussi dès lors qu'on va parler de rentabilité, c'est de réduire les coûts de recrutement. Donc, vous savez que fidéliser coûte jusqu'à 5 fois moins cher que recruter. Donc, il est extrêmement important d'aller fidéliser les clients dès leur entrée en base ou dès leur entrée en relation avec votre marque. La fidélisation d'un client, ça commence très tôt. Ça commence dès le premier contact, dès le moment où il devient prospect. On commence déjà à fidéliser un client. Chez CustUp, on a beaucoup de clients qui ont fait beaucoup d'acquisitions sur ces dernières années et qui privilégient beaucoup l'acquisition et qui se rendent compte aujourd'hui que face à des marchés qui se contractent et des concurrents assez agressifs qui arrivent, ils ont plus de clients qui partent que de clients qu'ils arrivent à acquérir. Donc, dès le début, c'est très important de mettre en place une stratégie de fidélisation pour s'assurer de la pérennité de ces clients-là dans la durée et résister à la concurrence. Et on résiste à la concurrence, en effet, très fortement ou beaucoup mieux lorsqu'on a créé ce qu'on appelle de l'attachement ou de la stickiness avec son client. Donc des clients dont on sait qu'ils vous adorent, ils vous aiment, ils sont vos ambassadeurs. Donc ça, c'est des clients qui, dans la durée, vont réellement rester fidèles, y compris face à des sollicitations extrêmement fortes d'autres marques. On a des marques qui sont très emblématiques là-dessus, des marques comme Nutella ou Coca, par exemple, résistent très fortement à la concurrence parce qu'ils ont créé cet attachement dans la durée avec leurs consommateurs. Et puis, phase ultime, lorsqu'on a réussi réellement à avoir suffisamment de liens avec ses clients, on peut en faire des ambassadeurs. Donc, on a des clients chez nous pour qui le parrainage, par exemple, est le premier levier d'acquisition. Donc, ce sont leurs clients à eux qui font venir des nouveaux clients. Donc, très clairement, on est sur une relation extrêmement saine et extrêmement profitable pour tout le monde. Et donc, c'est important de pouvoir générer des clients ambassadeurs qui vont derrière pouvoir pousser votre marque auprès d'autres clients en générant du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans le cadre de réunions ou dans le cadre d'ateliers qui peuvent être faits. Une marque comme Thermomix, par exemple, fait ça avec ses clients. Voilà, donc on a 5 raisons vraiment très importantes pour lesquelles il faut fidéliser ses clients. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi, David, faut-il le faire via un programme de fidélité? Parce qu'en fait, ces raisons que tu viens d'expliquer, il faut les mettre en musique. Faut les mettre en musique et si on les regroupe un peu ou si on les regarde sur un prisme un peu différent, on va redéfinir un peu ce qu'est un programme de fidélité et ce qu'est la fidélité de manière globale, qui doit s'appuyer sur les 3 piliers. Le pilier principal qu'on connaît tous, hein, c'est le pilier transactionnel qui est lié aux bénéfices, qui est lié aux achats. Souvent, ce sont des bénéfices assez directs ou indirects, mais c'est voilà, c'est la fidélité transactionnelle à proprement parler, ce qu'on connaît, ce qu'on connaît tous. Le deuxième pilier, c'est le côté temporalité. Tu l'as dit hein, quand tu as parlé juste avant de stickiness. La fidélité, c'est dans le temps. C'est pas juste je subventionne mon client pour qu'il revienne une fois ou je lui subventionne tout de suite à travers une promotion, mais c'est je vais travailler avec lui dans la durée, sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme, parce qu'il faut vraiment prendre en compte cette temporalité dans le programme. Et enfin, le troisième de ces piliers, c'est le côté relationnel. C'est là où on va commencer à toucher à l'émotionnel, à la relation entre la marque et l'enseigne et le client final, où on va développer les notions potentiellement d'ambassadeur, mais aussi des notions de communauté, de clients plus ou moins fidèles à la marque, mais qui vont aussi développer et parler autour d'eux à travers du parrainage, pourquoi pas, de l'enseigne et de l'attachement qu'il peut y avoir avec l'enseigne. Donc c'est cette raison hein, pour laquelle les programmes de fidélité sont le meilleur des véhicules pour faire ça. C'est pas toujours simple. Sur la partie purement transactionnelle des achats, ça c'est des choses qu'on fait depuis assez longtemps et globalement les enseignes savent bien faire. Le côté temporalité, là on voit en fait parfois sur des enseignes avec qui on peut travailler, c'est des choses qui sont pas bien gérées dans le temps. Si on veut mettre en place des mécaniques, faites au moins X achats avec un montant cumulé sur une période, et puis derrière vous aurez un bon d'achat ou vous aurez des montées dans les niveaux statutaires. Voilà, c'est des choses qui sont parfois un peu plus difficiles.
Et puis le côté relationnel aujourd'hui, le côté communautaire, c'est là encore, ça appuie pas forcément et surtout pas que sur la partie purement transactionnelle, la partie achat, mais ça implique en fait d'autres types d'informations, d'autres types de données qu'il faut être en capacité d'aller capter, de pouvoir aller utiliser aussi justement dans ce programme de fidélité. Et ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui un peu plus difficiles à mettre en place. Et si on regarde tout ce prisme-là, une des complexités supplémentaires qui peut arriver, et c'est aussi une des thématiques de notre série de webinaires, hein, c'était l'omnicanalité, puisque bah, forcément les clients sont pour certains monocanaux, pour d'autres multicanaux, mais il y a ce concept d'omnicanalité qu'il faut bien prendre en compte quand on met en place un programme de fidélité. Et c'est là où, Arnaud, je pense que tu peux aussi nous exposer quelques exemples en tête d'enjeux liés justement à la gestion de la donnée autour de cette omnicanalité. Oui, bien sûr, David. Bon, effectivement, ce terme d'omnicanalité, bon, mais il n'est pas nouveau, hein. Ça fait un petit moment que les entreprises s'intéressent à l'omnicanalité. Donc, alors déjà, la première chose à savoir, c'est que de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Les canaux, ils continuent de se diversifier. Les canaux d'interaction avec les consommateurs, avec les clients, ils continuent de se multiplier. Ils se remplacent pas les uns les autres, ils s'empilent, hein. Chacun apporte sa complexité dans la gestion même de ce canal. Si on prend juste l'exemple du SMS, bon, bah voilà, il y avait déjà la capacité d'envoyer des SMS, ça fait longtemps. Est arrivé ensuite le Rich SMS qui permettait d'ajouter un lien traçable pour envoyer du contenu. Maintenant, on parle de RDS. Donc voilà, à chaque fois, il y a des nouveautés. Et donc, eh bien, il faut être capable d'aller adresser finalement son consommateur sur ces nouveaux canaux et les maîtriser. Et puis parfois, c'est un petit peu compliqué, hein. Là, on a par exemple WhatsApp qui arrive en ce moment. Bon, il faut savoir que quand même, quand on veut adresser son client via WhatsApp, il faut faire valider ses contenus par Meta. Bon, voilà. Donc, toutes ces contraintes, elles existent là, mais en contrepartie de ça, bien sûr, il y a des opportunités de construire une vision omnicanale avec son client. Donc là, je vais effectivement parler d'exemples très concrets qu'utilisent nos clients, hein. Pour parler par exemple de Leclerc, alors on va commencer par un exemple simple, hein. Le click and collect, voilà, ça marche très très bien. Arriver à capter, à collecter voilà, de l'information et de la transaction via le site web pour ensuite aller transformer la vente en magasin. Pour Leclerc, ça représente aujourd'hui 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein. Donc, c'est des choses qui marchent très bien, 46% de part de marché. On a vu ça se multiplier, ces exemples-là, notamment voilà, même chez Jardiland, un canal de nos clients. Aujourd'hui, on peut tout à fait aller commander, bien sûr, son produit sur Internet et aller le chercher en magasin. L'omnicanalité, c'est aussi une capacité à aller collecter cette information sur tous les canaux et donc à améliorer la connaissance client pour avoir un marketing plus personnalisé, plus performant derrière. Quelques exemples chez Toyota. Voilà, acheter une voiture, c'est un processus qui prend longtemps. On va généralement faire de la simulation sur Internet, puis ensuite on va en concession, puis ensuite on achète dans la concession, et ensuite on prend son contrat d'assurance. Tous ces processus-là, ils font appel à différents canaux de communication. Et donc, l'objectif de Toyota, hein, à travers de ces plateformes, c'est d'être capable d'avoir une interaction homogène à tous ces points de contact, construire la connaissance client et derrière faire un marketing très personnalisé en fonction du véhicule, de la couleur du véhicule, du lieu où a été acheté le véhicule, voilà, être capable d'avoir un marketing omnicanal derrière. D'autres exemples qui fonctionnent très bien, c'est l'intégration des réseaux sociaux hein, dans l'omnicanalité. Donc, des exemples voilà, sur Courir, être capable d'aller transmettre toute l'information qu'on a connectée sur les clients au service client pour que bah, quand on appelle le service client, il soit au courant au niveau de l'interface de qu'est-ce que vous avez acheté, quand, dans quel magasin, le nombre de programmes de feed. Donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt de l'omnicanalité. Des exemples concrets, euh, par exemple chez BNB Hotel, où tous les gens qui ont un panier d'achat un peu élevé, c'est d'être capable d'aller conserver ce panier sur les différents canaux. Voilà. Parce qu'on peut vouloir aller sur le mobile, aller regarder les différents, par exemple, hôtels qui sont proches de sa localisation, mais d'ailleurs, on veut transformer sur son PC parce que voilà, on est un peu plus confiant sur un écran plus grand. Bon, bah, voilà, aujourd'hui, les paniers d'achat peuvent être transférés d'un canal à l'autre, ce qui évite de perdre beaucoup de clients. Et puis en fin de compte, bien sûr, on t'a donné un exemple, c'est celui qu'on avait illustré avec Intersport lors de notre petit déjeuner au mois de mars, hein. C'est effectivement comment est-ce que l'omnicanalité va venir servir ensuite hein, le programme de feed
on a capté toute l'interaction sur tous les canaux, on a rassemblé l'information qu'on connaît sur les clients et on est capable d'aller nourrir ensuite le programme de fidélité avec toutes ces informations. Et pour compléter ce que disait Arnaud, il y a un enjeu, ou en tout cas un changement majeur que génère l'omnicanalité, c'est que on est obligé d'être dans une démarche customer-centric. Le client qui va consommer sur le mobile ou le client qui va consommer en boutique ou sur le site web ou sur les réseaux sociaux, c'est le même client. C'est pas un client différent, c'est le même. Et beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui ont des stratégies différentes d'activation en fonction des canaux. Alors qu'au final, on se parle d'un seul client qui est un peu le maître du jeu. C'est lui qui dit quand, c'est lui qui dit ce qu'il veut consommer et comment. Donc c'est extrêmement important, et d'autant plus dans les programmes de fidélité, d'avoir cette vision 360 dont parlait Arnaud, de manière à pouvoir s'assurer que tous les points de contact clients sont couverts et que l'ensemble des enjeux de l'entreprise, de développer le canal de vente mobile, de faire fréquenter plus les réseaux sociaux, bref, d'avoir une vision réellement 360 de son business, c'est extrêmement important, encore plus en omnicanalité que ça ne l'était lorsqu'on fonctionnait à l'époque en cross-canal, etc. David, quelles sont les questions clés qu'il faut se poser lorsqu'on va construire son programme de fidélité en omnicanal? Ben, en fait, bon, on en a déjà un petit peu parlé sur l'introduction, mais j'aime bien revenir sur cette partie-là. C'est que, en gros, il y a deux grandes questions à se poser, hein. C'est, entre autres, hein, c'est le pourquoi et le comment. Si on est sur le pourquoi, on n'est plus dans l'époque d'il y a 5 ou 10 ans où on faisait de la feed parce qu'il fallait en faire. Aujourd'hui, on fait de la feed parce que ça doit répondre à un objectif principal et puis ben, potentiellement des objectifs secondaires. C'est quoi l'objectif principal? Bah, globalement, hein, ça reprend un peu les trois parties qui sont sur ce slide-là, hein, c'est on va chercher à optimiser ses revenus ou sa rentabilité en travaillant sur l'acquisition de nouveaux clients et puis bah, sur le fait de prévenir l'attrition et puis en tout cas bien conserver, bien élever sa base de clients existants. Donc ça, voilà, c'est l'objectif principal. Ensuite, les objectifs secondaires, une fois qu'on a défini ça et puis bah, qu'on a fait un peu de modélisation de données, dont on reviendra un petit peu après en amont, c'est pourquoi on va y aller et comment on va y aller à travers quelle mécanique on va vouloir mettre en place et quels objectifs secondaires on va vouloir atteindre. C'est-à-dire, est-ce que je vais travailler plutôt sur une augmentation du panier moyen? Est-ce que je vais chercher à augmenter la fréquence, à optimiser ma cible de clients? Donc là, voilà, c'est un ensemble de problématiques auxquelles les enseignes sont confrontées. Le programme de fidélité va pas révolutionner va pas répondre à toutes les problématiques en même temps. C'est là où il faut choisir ses batailles, comme je dis souvent. C'est que bah, parfois, il faut choisir en fait le programme de fidélité. Quel est l'axe principal que je vais lui donner? Est-ce que je vais travailler effectivement sur le panier moyen, sur la fréquence, sur la lifetime value? Voilà, il y a un ensemble d'indicateurs comme ça qu'on va pouvoir mesurer aussi derrière. Mais il faut choisir c'est pourquoi on veut mettre en place ou renouveler son programme de fidélité. Alors ensuite, on arrive sur le comment. Et le comment, c'est utiliser finalement l'ensemble des mécaniques qui sont à disposition. C'est sur le slide qui était juste après, Mélo, s'il te plaît. Voilà, c'est d'utiliser les outils à disposition, comme celui qu'on peut proposer chez Comarch, et tout un panel de fonctionnalités qui vont permettre de catégoriser le programme. Quel type de programme je veux? Est-ce que je veux un programme à points? Est-ce que je veux un programme plutôt avec de la cagnotte, avec du pourcentage, Est-ce que je mets en place du niveau statutaire? Donc tout ça, ça va être les mécaniques de base, ce que j'appelle souvent le barème standard en fait hein, dans les programmes de fidélité. Ce barème standard donc, va s'appuyer sur un ensemble ou un sous-ensemble de ces fonctionnalités. Et ensuite, ce barème standard, on va l'adapter ou on va lui ajouter des petites offres de bonusing pour animer le client parce que, bah, encore une fois, un programme de fidélité, ce n'est pas du one-shot et après on oublie tout. C'est
un programme de base qui a son cycle de vie et sur lequel, en fait, on met de temps en temps des animations un peu plus ponctuelles, sur lequel on peut faire intervenir des notions de loterie, de gamification de manière plus globale, de faire des offres de bonusing sur certaines catégories de produits, et puis effectivement de prendre en compte la connaissance client qu'on peut avoir en termes de ciblage, en termes de personnalisation qu'on va vouloir mettre en place, puisque plus on a de données, plus on est en capacité en théorie en tout cas, de faire des offres qui sont personnalisées, qui sont en adéquation avec les attentes du client. Et puis, un peu à cheval sur l'animation ponctuelle et le long terme, voilà, je voulais en parler aussi ici parce que c'est important, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, sont les notions d'abonnement qui sont un des choix à se poser aussi, puisque l'abonnement, c'est un peu à cheval entre un programme payant et un programme plus serviciel à la Amazon Prime, hein, si on veut. Et ça permet effectivement de définir cette récurrence et cette temporalité dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça le comment, la partie comment des questions à se poser, c'est quelles sont les mécaniques que je vais mettre en place pour répondre aux objectifs principaux et secondaires qui sont mis en place. Dans les autres questions qu'on peut se poser, là je vais me retourner vers toi de nouveau, Élise, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est que le programme de fidélité doit répondre à des objectifs, à des buts, et un de ces buts aujourd'hui, c'est que le programme de fidélité il doit répondre à des contraintes économiques, et donc on doit être en capacité aujourd'hui de modéliser et de mesurer sa pertinence. Oui, absolument, David. Effectivement, tu l'as dit un peu plus tôt, pourquoi investir dans la fidélité? Parce que la fidélité, c'est un investissement. Ça demande voilà, des enjeux économiques importants. Donc, il ne faut pas se tromper et il y a un certain nombre de questions à se poser lorsqu'on va travailler cette modélisation. Donc, d'abord, il faut juste avoir en tête qu'il faut penser client. Donc, au-delà de combien ça va coûter, quels sont les leviers que je vais activer et lesquels sont les plus rentables pour moi, la première question qui va se poser, c'est est-ce que le client, lui, va comprendre ce qu'on lui demande? Est-ce que le programme est assez clair? Est-ce qu'il est incitatif? Est-ce qu'au contraire, on subventionne trop? Est-ce qu'on demande au client des choses qu'il ne pourra jamais atteindre? Donc, c'est très important, une fois qu'on a la partie économique, d'être capable de s'assurer que le client, lui, va comprendre et qu'il va pouvoir rentrer dans la logique de façon à se retrouver avec un programme qui est à la fois intéressant au niveau rentabilité et intéressant d'un point de vue marketing client. Donc le coût, c'est pas le seul élément à prendre en compte, même si c'est un élément qui est évidemment important. Donc il y a plusieurs questions à se poser en effet lorsqu'on va travailler cette modélisation. D'abord, quel est l'objectif? C'est ce que disait David tout à l'heure, l'objectif économique du programme. Est-ce que je veux générer du chiffre d'affaires additionnel? Est-ce que je veux générer de la marge additionnelle? On n'aura pas forcément les mêmes enjeux derrière. Quel est le délai auquel je souhaite que mon programme soit rentable? Puisqu'on se parle d'investissement, on se parle de durée, un programme de feed, c'est rarement rentable au bout de 3 mois. Donc, quel est l'horizon de temps auquel je souhaite que mon programme soit rentable? Et toute cette partie-là, c'est important d'intégrer notamment en interne les équipes du contrôle de gestion qui vont avoir pour mission de confirmer les hypothèses budgétaires, mais aussi de les faire évoluer, de les faire varier en mode business partner. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une communication qui se fasse sur ces éléments financiers au niveau des équipes métiers pour pouvoir justement travailler les hypothèses. Un autre point qui est important, c'est qui va payer le programme. Parce que c'est pas toujours la marque qui paye le programme. C'est le cas le plus courant évidemment. Hein, c'est la marque décide d'investir un budget sur de la fidélité, donc elle prend à 100% la charge de ce budget-là. Sachant que lorsqu'on parle de financement, on se parle de la générosité qu'on donne aux clients, mais on se parle aussi des potentiels investissements IT. Si on doit acheter un nouvel outil de fidélité, de la formation, la communication. Donc, il y a un budget qui est conséquent à mettre sur ce programme-là. Donc, soit la marque décide de tout prendre, ça peut être le client. Alors, il y a encore des programmes payants qui existent. C'est plus tellement la norme. Ça existait encore il y a quelques années, mais c'est quand même moins la norme. Même si ça permet à certaines marques, en effet, d'avoir un financement garanti dès le départ. Mais il faut avoir en tête que si on fait ça, il faut que les avantages apportés par le programme soient réellement très attractifs pour que le client ait envie de payer 5 ou 10 euros pour entrer dans un programme de fidélité. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Ça existe encore, mais c'est plus forcément ce qu'on constate aujourd'hui.
Un autre pourvoyeur de financement, ça peut être les marques que vous distribuez si vous êtes un retailer. Donc ce sont des pratiques qui sont largement répandues dans la grande distribution notamment, où vous avez des marques qui payent pour proposer des avantages aux clients du retailer qui rentrent dans le programme de fidélité. Donc ça permet à la fois à l'enseigne de diminuer ses coûts, mais aussi de créer une relation directe entre la marque, le consommateur et l'enseigne. Donc d'avoir un partenariat réellement visible. On peut aussi parler de partenaires. Donc, on a des marques, par exemple, qui s'associent à d'autres marques dans le cadre d'un jeu concours qui pourrait être réservé aux membres du programme de fidélité. Donc, la marque partenaire va fournir les dotations et la marque organisatrice va gérer le jeu. Donc, on a comme ça des relations qui se font entre deux partenaires. On peut aussi avoir des avantages du style, si vous êtes membre du programme de fidélité d'une marque, vous avez des tarifs spéciaux avantageux sur les produits d'une autre marque. Donc ça permet également aussi d'avoir des financements qui vont se faire différemment, qui vont être partagés entre plusieurs et qui vont donner plus de flexibilité au budget global que vous allez souhaiter investir. Donc on a vu tout à l'heure que ce qui était important aussi, c'était de se dire à quel horizon je souhaite mesurer la performance de mon programme. Il est bien évident que si vos clients réalisent 1 ou 2 achats par an, comme on l'a sur certains de nos clients, c'est pas au bout de 6 mois que vous pourrez mesurer la performance du programme. Donc, c'est important d'adapter votre espérance de rentabilité à la fréquentation qu'ont vos clients aujourd'hui sur votre marque. Donc, le niveau de générosité que vous allez donner, évidemment, il dépend aussi de ce que font vos concurrents. Donc ça, c'est important. Si vous avez des concurrents qui font des métiers très similaires, qui ont déjà des programmes de fidélité, le client va comparer. Donc, avoir en tête ce que fait le concurrent, c'est important. Mais avoir en tête ce que vous voulez faire vous aussi en termes de générosité, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Et notamment, il y a un point qui est très important, c'est la notion de valeur perçue des avantages. Vous avez des clients, vous avez des marques qui vont proposer à leurs clients fidélisés des bénéfices qui leur coûtent peu, par exemple les inviter à un événement, leur offrir des places pour un spectacle, la visite d'un musée, etc. Le coût est faible pour la marque, mais la valeur perçue pour le client peut être extrêmement importante. Et c'est tout le sujet dont parlait David tout à l'heure, de balance entre le transactionnel et le relationnel. Souvent, des avantages relationnels peuvent être perçus comme beaucoup plus importants par un client, alors qu'à vous, ils vont vous coûter moins cher. Voilà, donc il y a aussi cette partie-là à prendre en compte. Et puis, on parlait d'investissement. En effet, à partir du moment où on sait combien on va investir sur le programme de fidélité, on consent à un niveau de perte de marge sur une période qui va ensuite être rentabilisé par le développement de business ou le développement de marge de vos clients. David, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la vie du programme? Comment notamment se fait l'encartage aujourd'hui? Alors, effectivement, on est à cheval sur l'animation du programme hein, au jour le jour et puis la modélisation qu'on en fait en amont quand on veut le lancer. Voilà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à une étude IFOP hein, qu'on a réalisée récemment, les Français globalement sont enclins à participer à des programmes de fidélité. Hein, 9 sur 10 le font très volontiers et 1 sur 3 a plus de 5 programmes. Voilà, je vous passe les détails sur le reste, mais effectivement, les Français sont en ligne sur les programmes de fidélité de manière globale. La question qui se pose aujourd'hui, et c'est des tendances qu'on voit qui sont en train de changer, hein, jusqu'à maintenant, l'encartage ou l'encartement était principalement sur la base du volontariat. L'enseigne ou la marque propose et le client accepte ou non de rentrer dans le programme de fidélité. Et puis, on voit de plus en plus d'enseignes qui font un encartement beaucoup plus systématique. À partir du moment où je vais me créer un compte parce que j'ai téléchargé une application, parce que j'ai fait une première commande sur le e-commerce, alors je deviens membre du programme de fidélité. Donc là, on est systématique et si le client veut en sortir, c'est à lui de le demander, c'est plus à lui de demander d'entrer, il a juste la possibilité de demander d'en sortir. Alors ça voilà, c'est des choses qu'on voit. On voit aussi on l'a vu avec le cas Intersport, on est sur un cas un peu hybride. Intersport, c'est l'encartement volontaire. Par contre, il y a beaucoup de promotions qui ne sont dédiées que pour les gens qui sont encartés. Donc ça, on pipe un peu les dés hein, quelque part en disant, OK, bah, si tu veux la promotion, il faut être encarté. Donc ça va doper un peu l'encartement.
Alors, ça a quoi comme avantage ou comme inconvénient l'encartement systématique? En termes d'avantage, évidemment, c'est qu'on va avoir un taux d'adhésion et à minima une connaissance client minimaliste. Sauf que à imposer finalement ce programme de fidélité, on va récupérer assez peu d'informations au moment de l'adhésion. On l'a vu lors de notre dernier webinar, hein, le moment d'adhésion est un moment où on peut capter un ensemble de données clients. Quand on est sur une adhésion volontaire, le client, vu qu'il est volontaire, va être un peu plus enclin à partager un peu plus d'informations, qui ne sont pas forcément des informations vitales pour s'inscrire au programme, mais qui sont très intéressantes pour la marque derrière, justement, dans les stratégies de personnalisation et autres. Si je suis encarté systématiquement, j'aurai peut-être un peu moins le levier pour pour partager mes données justement. Et c'est là où cette stratégie d'encartement systématique peut aussi poser problème, c'est que est-ce que si un client est fidélisé, est-ce que ça fait de lui un client fidèle? Et elle est là la balance. Et pour justement travailler non pas les fidélisés, mais les fidèles, c'est là où on va avoir besoin des données clients et de peut-être plus de données clients qui sont données naturellement et de pouvoir en fait ensuite aller les capter, donc aller chercher ces clients encartés systématiquement pour qu'ils puissent aller partager leurs données. Et cette pertinence des données, elle est importante hein, dans le cadre de l'animation du programme après au jour le jour. Hein, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle puisse venir nourrir le programme de fidélité. Et c'est là où Arnaud, ton rôle vient en jeu, c'est comment tu vas aller travailler ça justement pour aller nourrir cette pertinence dans le programme de fidélité tout au long de l'animation du programme. Oui, c'est vrai. C'est là où intervient justement le rôle des solutions de CDP, donc des Customer Data Platform, donc qui sont arrivés sur le marché il y a quelques années. L'objectif, c'est bien d'aller justement faciliter tout le travail de collecte de ces données autour des clients et ensuite d'aller structurer cette donnée. Donc, comment ça va procéder, hein? On va d'abord récupérer toutes les données et alors, tu parlais d'ailleurs de données qui sont importantes à collecter lors de l'embasement, mais c'est effectivement notamment la donnée de consentement hein, qui devient vitale. Hein. Donc, en tous les cas, récupérer toute la donnée des contacts, donc dans le respect de toutes les règles hein, qui existent autour maintenant de la collecte des données personnelles des individus. Donc ça, c'est un premier objectif d'une CDP. Et cette donnée de contact, elle peut déjà provenir de plusieurs sources, hein, que la personne soit déjà fidélisée dans le programme ou pas, qu'elle ait fait son premier achat en magasin, sur le site web, sur le mobile. Le premier rôle de la CDP, ça va être de rassembler toutes ces données des contacts, prospects, clients. Ensuite, on va travailler sur une notion d'unification, hein, puisqu'on va avoir potentiellement un même individu qui va être dans plusieurs bases de données, dans plusieurs canaux. Donc, on va travailler sur des règles de rapprochement hein, de ces contacts. C'est peut-être la même personne qui est déjà présente, qui a déjà fait un achat en magasin et qui maintenant s'inscrit dans le programme de feed. Comment est-ce que je peux récupérer tout ce que je savais sur lui avant, hein, qu'il soit dans le programme de feed? C'est peut-être la même personne qui est venue naviguer sur le site web il y a 2 mois. Comment est-ce que je peux rapprocher ces informations? Donc, ça va être le rôle de la CDP d'aller comme ça unifier les contacts par rapport à des clés de rapprochement hein, qu'on va travailler, feed et non feed. Et derrière, on va construire ce qu'on appelle un référentiel client unifié hein, qui va être capable d'aller voilà, porter toute cette vision contact unifiée. Alors, la vision de contact, elle est nécessaire, bien sûr, pour ensuite avoir une relation personnalisée avec les personnes, mais elle n'est pas suffisante pour aller derrière déclencher des programmes marketing personnalisés. Donc, la donnée du contact ne suffit pas. Il faut également collecter toutes les données qui sont autour du contact hein, pour donc effectivement, tu l'as dit, hein, pour nourrir le programme. Il n'y a pas seulement les transactions, il y a également tous les comportements, notamment autour des interfaces online qu'on est capable de collecter. Également la réaction de nos clients aux différentes sollicitations marketing qu'on a pu leur envoyer sur les différents canaux. Voilà, est-ce qu'il a ouvert le message? Est-ce qu'il a cliqué? Est-ce qu'il est dans les différents réseaux sociaux? Donc, toute cette information autour du contact, on va également la rapprocher des contacts unifiés qu'on a réussi à calculer pour fournir cette vision 360 clients que les marketeurs attendent pour ensuite voilà, bâtir leur connaissance client et programmer leurs différentes activations. Donc ça, c'est la dernière partie de la plateforme CDP, c'est de transformer la donnée structurée unifiée qu'on a construite en cas d'usage d'activation héroïste et d'être capable d'aller voilà, envoyer l'information, créer des audiences
et animer les différents canaux de communication dont on a parlé en omnicanalité. Donc, voilà, d'ailleurs, ça va être toute l'activité, tous les cas d'usage qui vont derrière partir de la vision 360. La dernière étape de tout ça, ça va être de calculer le ROI des différentes actions marketing, de mesurer finalement la performance de tout ce qu'on a construit. Et c'est là où je te renvoie la balle, Élise, pour savoir effectivement comment est-ce qu'on est capable de rentabiliser finalement ces investissements. Tout à fait. Merci Arnaud. Donc effectivement, la mesure de performance, bah, c'est l'aboutissement de tout ce que vous mettez en place. Vous avez créé votre programme, vous avez une base de données qui permet de récupérer tous les stimuli et tous les engagements clients. Donc vous vous demandez, est-ce que finalement tout ça, ça fonctionne? Alors, il y a une notion qui est extrêmement importante, puisqu'on a dit que la fidélité, c'était un investissement qui se mesurait dans la durée, c'est la lifetime value. Donc pour ceux qui sont pas forcément habitués à cette notion-là, la lifetime value, c'est un indicateur extrêmement important à suivre sur de la fidélité, parce que c'est ce qui permet de mesurer sur toute la durée de vie du client avec votre marque, combien il génère de profits et de revenus. Donc l'objectif, c'est de se dire, pour pouvoir augmenter mes performances, mon business, il faut que je puisse augmenter la durée de vie de mes clients et leur lifetime value. Donc je les fais venir plus souvent, ils sont en relation plus longtemps avec moi, ils dépensent plus sur la durée. Donc c'est ça qui va nous permettre de dire si on a réussi à développer grâce au programme de fidélité. Ça permet également, la lifetime value, de calculer le moment, le point mort où on atteint le seuil de rentabilité. Et c'est pour ça que c'est très personnel à chaque entreprise, puisque cette lifetime value va dépendre des fréquences d'achat notamment et des durées de vie. Si vous êtes sur la durée de vie d'un client avec une marque automobile, elle est forcément beaucoup plus longue que la durée de vie avec des courses d'épicerie. Donc l'objectif, c'est à chaque fois d'adapter sa mesure de performance à sa propre lifetime value et à ses propres comportements clients. Et de façon plus large, Mélo sur la slide suivante, et de façon plus large, on a des indicateurs que vous allez définir en amont de votre programme et en amont du lancement du programme, parce que tout l'enjeu, c'est de se dire, OK, je veux mesurer ça, mais est-ce que j'ai les données pour le faire? Est-ce que j'ai les outils de reporting pour pouvoir l'analyser et l'exploiter? Donc, dès le début du programme, on se dit comment je vais mesurer la performance de mes différentes composantes. Donc, tout ce qui va toucher à l'évolution des habitudes d'achat des clients, combien de fois ils viennent, quel canal ils fréquentent, est-ce qu'ils achètent certaines typologies de produits, par rapport aux clients qui sont non encartés, quelle est leur évolution, tout ce qui touche aux habitudes d'achat. On peut aussi mesurer un accroissement d'attachement à la marque qu'on va pouvoir potentiellement trouver au travers de un téléchargement d'une application mobile, la consommation de services additionnels ou la fréquentation des réseaux sociaux. Donc on a cette possibilité-là aussi. Un point extrêmement important, et David a insisté beaucoup dessus, c'est l'embasement. Donc le moment où on va faire rentrer le client dans le programme de fidélité, c'est hyper important. Est-ce que cet embasement est performant? Est-ce que mes canaux d'embasement sont tous aussi performants? Est-ce que je génère de la donnée? Est-ce que la donnée dont j'ai besoin, je la collecte correctement sur chacun de mes canaux d'embasement? Tout ça, c'est important de le monitorer dès le début pour pouvoir réagir ensuite derrière. Si j'ai une segmentation client, est-ce que ce programme de fidélité fait évoluer mes clients? Est-ce qu'ils montent au segment au-dessus? Est-ce que mes clients VIP que j'avais identifiés au préalable, ce sont eux qui rentrent dans le programme? Ou est-ce que finalement, je me rends compte que ce sont des clients peut-être plus occasionnels? Donc ça aussi, c'est important. Ça permet de savoir pourquoi vos clients VIP ne rentrent pas dans le programme et qu'est-ce qui pourrait les inciter à le faire. C'est intéressant aussi de voir si ce programme permet, par exemple, de réactiver des inactifs qui finalement avaient une relation distendue avec la marque et que le programme va contribuer à faire revenir vers vous. Et dernier point, les composantes du programme, donc tous les leviers que vous proposez à vos clients, que ce soit de façon globale ou chaque levier individuellement, quel est le revenu qui est généré par les clients qui utilisent ce levier-là, quel est leur panier moyen, leur fréquence de visite, bref, quel est l'avantage que chaque levier amène aux clients et comment il contribue à générer de la rentabilité pour vous. Et pour ça, Arnaud, on a besoin de données. Oui, on a besoin de données, on a besoin de faire des calculs, effectivement, puisque la donnée brute à laquelle on a accès
quand on est venu collecter cette donnée sur les contacts, sur les transactions, sur la navigation web, etc., ça nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de data, mais elle est parfois peu explicite telle qu'elle, hein, difficile à manipuler. Et donc, c'est pour ça qu'on va devoir calculer des indicateurs, des scores autour de ces clients pour pouvoir derrière suivre l'évolution de nos stratégies et derrière également mieux pouvoir exploiter cette plateforme pour faire des campagnes marketing. Donc, évidemment, il y a tout ce qui tourne autour des dates, hein. Voilà, une date anniversaire, une date du premier achat, la date de la dernière navigation, etc. Bah, ce n'est pas de l'information qui arrive, hein, la date, hein. Donc, le calcul de l'anniversaire, il faut le faire. Il y a bien sûr tout ce qui est autour du scoring client, c'est traditionnel. Donc, tu as parlé de lifetime value. Voilà, il y a également tous les scores autour du RFM, les taux de conversion, l'activité client. Ce sont des informations qu'on va être capable de calculer, encore une fois, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et puis, ça va même jusqu'au canal de préférence, à quelle heure on doit envoyer le message, quel est le taux de satisfaction au travers des scores NPS, quelle est la propension d'achat à venir du client pardon, à venir réacheter, quel est au contraire son score de risque de partir à la concurrence. Donc, toutes ces informations basées sur les informations qu'on est venu collecter, construire au sein de la plateforme, on va devoir les calculer pour ensuite pouvoir les exposer. Et on a ensuite ce qu'on appelle des matrices de passage hein, qui permettent de voir comment est-ce qu'on va, grâce à nos actions marketing, grâce au programme de fidélité, comment est-ce qu'on va être progressivement être capable d'aller faire passer un client d'un segment à un autre hein, et de voir comme ça l'impact que le programme marketing et les programmes marketing ont eu sur les clients. Donc ça nous adresse un petit peu, voilà, ça nous amène un peu sur la dernière partie de cette présentation. C'est comment effectivement tout ça se met en place hein, d'un point de vue des systèmes d'information. Donc là, on va descendre un tout petit peu dans la mécanique, puisqu'on parle de collecter l'information, la centraliser, comment ça va fonctionner. On a deux choses à bien mettre en place quand on veut réaliser ce type de projet, hein, d'un point de vue data. La première, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est de définir sa stratégie, ses cas d'usage. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le bon niveau de priorité? On ne peut pas tout faire tout de suite. Hein, donc, par quoi on veut démarrer? Est-ce que c'est la feed, le digital? Est-ce que c'est de faire du marketing personnalisé? Donc, on doit déterminer ces cas d'usage prioritaires, puis on doit regarder quel est aujourd'hui le SI existant. Voilà. Combien on a de canaux, dans quoi c'est stocké, qui contrôle cette information-là, qui gère la gouvernance, est-ce qu'on a une data platform, est-ce qu'on n'en a pas. Donc, ça va être un travail qui va devoir être réalisé pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. La mise en place de cette CDP, ça va être effectivement d'avoir un projet itératif hein, où on va essayer de tout de suite aller servir les cas d'usage prioritaires en se connectant aux sources de données qui sont nécessaires et suffisantes pour porter ces cas d'usage. Hein, donc l'idée, ce n'est pas de construire ici un énorme projet informatique où on doit tout centraliser, tout penser au départ. Ça, c'est des choses qui sont maintenant plus indispensables. On peut aller se connecter aux 2-3 systèmes qui sont nécessaires et suffisants. On vient rassembler cette donnée et tout de suite, on peut alimenter la feed. Tout de suite, on peut mettre en place les premiers cas d'usage. Donc, on va utiliser bien sûr l'ouverture technologique qui est possible aujourd'hui dans les systèmes modernes sous forme d'API, et on va se connecter à ces différentes sources, ramener la donnée, la centraliser et derrière l'exploiter. Donc, c'est vraiment l'idée principale qu'il faut garder en tête, hein, c'est le fait d'avoir un système qui est dynamique, qui peut tout de suite aller ramener de la valeur avec un premier périmètre de données et petit à petit ensuite l'enrichir pour aller rajouter les objets de données qui vont ensuite compléter cette fiche client, compléter ses calculs et améliorer petit à petit l'efficacité du programme et notamment du programme de fidélité. Ouais. Bah, du coup, Arnaud, je prends la suite. Hein, je partage complètement ce constat. Il y a deux mots que tu as prononcés plusieurs fois hein, qui sont importants quand on parle d'intégration dans le SI. Hein, c'est le côté dynamique et itératif. Parce que effectivement, quand on choisit un outil de feed et une CDP hein, de manière globale, hein, je parle un peu de manière générale, faut pas oublier de tout ce qu'on vient de discuter juste avant, qui est orienté très métier. Les métiers veulent mettre en place des choses, mais il faut aussi que derrière, les outils suivent ce qui est demandé, ou en tout cas qu'on ait une idée claire de ce que les outils peuvent faire ou pas. Donc, dans le choix d'un outil, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est cette capacité à l'heure actuelle, ce potentiel, puisque toute la capacité ne sera pas utilisée à l'instant T, ce potentiel qui pourrait être utilisé dans un second temps. Ça, on l'a vu hein, sur les derniers webinaires avec le cas Intersport, où Intersport a fait une première migration d'outils techniques
à ISO périmètre, fonctionnel et métier, et ensuite à utiliser, à capitaliser sur cet outil et sur les intégrations qui avaient été faites pour rajouter des nouveaux use cases. Et puis, dans le cas d'Intersport, c'était pour revoir complètement le programme de fidélité et puis d'intégrer ensuite la partie CDP. Donc, il faut bien avoir en tête de ne pas être déceptif au moment du choix de l'outil, c'est d'avoir en tête les besoins métiers, mais aussi la capacité fonctionnelle et technique des outils qui sont choisis. Quand je parle de capacité technique, tu en as un petit peu touché du doigt quand tu as parlé d'API, c'est aussi le côté ouverture et intégrabilité, si vous me permettez ce mot, dans les systèmes d'information existants, parce que tous les SI n'ont pas le même niveau et du coup, quand on ajoute un nouvel outil, il faut être en capacité parfois de parler fichier, parfois de parler API, et puis aussi, on arrive maintenant sur des notions de bus d'événements, du type Kafka et ainsi de suite, voilà, qui permettent d'autres types d'intégration et qui vont pouvoir petit à petit, encore une fois, de manière itérative, au fur et à mesure où les SI du client évoluent, faire remplir ces différents use cases. Et ça, c'est le dernier point. C'est effectivement, on fait face à un existant de manière globale. Cet existant, il a une certaine capacité. Donc parfois, ça peut avoir quelques freins sur des use cases. Ça peut imposer quelques petits renoncements. L'idée, c'est de pouvoir aller vite, malgré tout, et de focaliser sur certains use cases dans un premier temps, et puis faire évoluer les choses, encore une fois, de manière itérative. Voilà, pour compléter ce besoin au fur et à mesure. Voilà globalement sur cette partie intégration dans les systèmes d'information. Et je pense, Elise, qu'on arrive à la fin de Nous notre... arrivons à la fin et j'en profite quand même pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux. Le point le plus important, c'est en amont se dire qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes cas d'usage, de quoi j'ai besoin, avant de se lancer dans une recherche d'outils. C'est important de le faire dans ce sens-là. Voilà. Donc nous arrivons au terme de nos échanges. Nous vous proposons à présent de prendre vos questions. Si vous en avez, je ne sais pas, Marie ou Serena, si vous avez des questions dans le chat. Alors, de mon côté, sur Zoom, il n'y a pas de questions. Et sur LinkedIn non plus, il me semble, pour le moment. C'est que c'était particulièrement clair, je suppose. S'il y a une question. Combien de temps faut-il prévoir pour lancer un programme de feed? Laquelle de vous, David, Arnaud? Alors en fait, la question s'adresse aussi un peu à toi, je pense, Élise. Ah mince. Pour moi, il y a plusieurs moments en fait dans le programme, dans le lancement d'un programme de fidélité. Il y a la partie conception. Quelles sont les différentes mécaniques qu'il va falloir mettre en place? Ça impose sur l'analyse un peu de l'existant, et c'est effectivement c'est des choses que vous faites bien côté Custup, pour définir en fait avec vos clients quel est le meilleur moyen de fidéliser. Et ensuite, il y a la partie mise en place choix et mise en place de l'outillage. À partir du moment où, voilà, si je prends quelques cas de notre côté, à partir du moment où on commence à travailler avec un client, on peut avoir des premiers résultats entre 3 et 6 mois en fonction de la complexité d'intégration ou de la complexité des use cases qu'il va avoir. Voilà, 3 mois, on a fait quelques cas en un petit peu moins de 3 mois, mais c'est le principal pour avoir un MVP justement sur lequel on peut itérer. Oui, peut-être pour compléter effectivement, David, toute la préparation amont dépend aussi énormément de là où en est la marque. Si elle a déjà un programme de feed, si elle a déjà des segmentations clients, si elle a déjà des données clients, forcément ça va aller beaucoup plus vite que si on part de zéro. Où là, on va mettre en place des ateliers pour bien comprendre quels sont les enjeux, les objectifs, qui sont les clients, les personas, les parcours. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place en amont et qui dépendent en effet de là où en est la marque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, vous pouvez... Il y a une question que je ne vois pas. Oui, une nouvelle question. Comment éviter les comportements trop opportunistes?
Eh ben, c'est justement dans la réflexion amont, de se dire quels sont les comportements actuels des clients, et comment on évite de subventionner des comportements déjà existants. Alors c'est parfois un peu complexe, mais c'est vraiment ça le sujet. C'est quel est le palier en dessous duquel je subventionne et au-dessus duquel je génère des comportements vertueux. Donc c'est pas une question très simple, mais c'est vraiment en effet tout l'enjeu et on le voit assez vite, hein, de toute façon, hein. Dès que vous avez des avantages qui sont ouverts à tous et qui subventionnent trop, vous le voyez très rapidement dans les mesures de performance justement. Alors, cette slide vous permet de voir le webinar. Ah, il y a une autre question. Mhm. Y a-t-il des outils existants pour mettre en avant un lancement de programme de fidélité? En termes de communication, j'imagine. Alors oui, c'est un point qui est important, c'est dès lors que vous lancez un programme de fidélité, que ce soit un programme sur inscription volontaire ou que ce soit un programme où on embase le client par défaut, il faut en effet communiquer largement, on a parlé d'omnicanalité, sur l'ensemble des points de contact. Donc les boutiques sur un réseau physique, notamment via le personnel, de la communication sous forme de panneaux d'affichage, etc. Internet, le mobile, les emails, enfin, voilà, tout l'ensemble du dispositif que vous avez aujourd'hui en termes de communication vis-à-vis de vos clients doivent être activés. Et comme le disait Arnaud, le point important, c'est aussi de s'assurer que le client a bien compris qu'il était inscrit, notamment lorsque c'est par défaut. Donc tous les sujets de consentement qui sont importants aussi à mettre en avant. Et au-delà du lancement, je pense qu'effectivement, enfin, souvent, enfin, un des écueils que moi je vois chez certains de nos clients, c'est que la communication autour du lancement ou du renouvellement du programme est plutôt bien faite. Après, en fait, on perd un peu le fil. En fait, le client final perd un peu le fil avec la marque. Et c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est que toutes les offres, ce dont je parlais tout à l'heure, hein, des offres de bonusing, des offres un peu plus régulières, que ce soit de la gamification, de la loterie ou ce genre de choses, c'est ce levier-là qu'il faut utiliser aussi en communication pour bien faire comprendre aux clients que le programme il évolue et il reste dynamique. Ce que nous disait Nadia également d'Intersport au petit déjeuner, c'est que cette communication, elle ne doit pas oublier les franchisés. Dans le cas d'Intersport, les magasins sont des franchises, hein, et donc, que ce soit les franchisés ou des salariés d'ailleurs, en magasin, il faut aussi les informer et communiquer largement sur ces programmes de fidélité, hein. Mm. Donc vous pouvez retrouver le replay du webinar précédent, donc via ce petit QR code. Et il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde, mais je crois qu'il y a voilà, Oui, on voulait faire des actualités. un peu de promotion sur nos actualités également. Donc, vous invitez tous, en tous les cas, les gens qui sont parisiens ou qui peuvent se déplacer sur Paris, le 28 mai. Donc, j'organise un événement physique cette fois-ci le matin avec un autre client qui s'appelle Le Monde, hein, voilà, qui a une autre façon de fidéliser ses clients. Tu parlais d'abonnement tout à l'heure, David, hein, ben, ils ont réussi à transformer leur clientèle et à avoir plus de 600 000 abonnés payants sur le digital. C'est un succès incroyable et donc je serais très heureux d'animer ce petit déjeuner avec Le Monde le 28 mai. Voilà, si vous voulez vous inscrire, vous avez le QR code également qui s'affiche ici. Et David, je crois qu'il y a Voilà. voilà. Et de notre côté, côté Comarch, on organise pour la 7e fois le Comarch Lille Retail Experience. Donc, comme son nom l'indique, qui se passe à Lille. Vous pouvez effectivement flasher ce petit QR code pour accéder à l'agenda et pour vous y inscrire. Donc, c'est une journée orientée autour du retail, hein, qu'on fait régulièrement depuis 7 ans, hein, comme je le disais, qui va adresser effectivement les aspects fidélisation, engagement client, mais pas que, puisqu'on adresse en fait les métiers du retail de manière globale, qu'on parle d'encaissement ou d'omnicanalité au niveau de l'enseigne de manière plus globale, et donc avec un ensemble d'intervenants internes, externes, que ce soit des conférenciers ou certains de nos clients qui vont participer à des tables rondes. Voilà, vous y êtes cordialement invités, n'hésitez pas. Et moi, j'en ai pas.
Vous pouvez nous retrouver sur custup.com où nous avons, je dois le noter parce que nos clients nous en parlent souvent, nous avons une bibliothèque de cas, notamment de cas de pitch d'emailing, qui est extrêmement intéressante. Donc je vous incite à aller y faire un tour et à vous abonner à nos réseaux sociaux. Voilà, donc merci à tous, donc timing parfait. Merci à tous, à vous donc Arnaud et David pour votre expertise. Merci à vous tous d'avoir été présents. Vous pourrez donc retrouver le replay de ce webinaire comme convenu. Et nous vous donnons rendez-vous certainement à bientôt. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Élise. Merci Élise, merci Arnaud. Merci À bientôt. beaucoup.